C'est parti pour la Ligue 2 avec tous les résultats, mais on va s'intéresser à quelques rencontres. Tout d'abord, Auxerre Grenoble. Auxerre, prochain adversaire des Sochaliens du côté du stade Auguste Bonal, a fait match nul, un but partout. C'est une mauvaise opération pour les Auxerrois en vue de la cinquième place, synonyme des barrages. Eh bien, moi, je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Marc Furlan, qui était chez nos confrères de Bein Sport. De répondre à nos questions. Décidément, les confrontations entre Auxerre et Grenoble sont folles au match aller. Vous avez l'opportunité de plier le match. Pénalty manqué par Le Bihan. Ce soir, vous avez l'opportunité de plier le match. Pénalty manqué par Gauthier Haine. Qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette histoire, cette malédiction grenobloise? Oui, c'est une malédiction, oui, bien sûr. Surtout ce soir, parce qu'en plus, on fait un CSC dès le début du match. Donc, il y a des soirées comme ça fait partie du foot. Ce sont les aléas de notre sport. C'est pour ça qu'il est tant aimé, quoi. C'est parce qu'il y a plein d'aléas de ce type. Et c'est vrai que sur ces deux matchs, autant on s'est fait bouger dans les 15 premières minutes, et puis après on a pris le match en main, et on a des occasions, et on a un penalty à la fin. Et puis comme au match aller, on manque le penalty. Et voilà, donc c'est décevant, oui, pour nous c'est un peu dur à vivre, mais parce qu'on aurait pu prendre les 3 points par rapport à notre... Vous êtes encore en vie, hein? C'est encore jouable. Oui, tout à fait, non, mais bien sûr. Et puis bon, en plus, on joue la première moitié du championnat, donc ça c'est intéressant. Et encore, c'est encore jouable en allant chercher 3 points si c'est possible à Sochaux. Voilà, mais c'est un scénario assez improbable et assez difficile à vivre quand on est coach, quoi. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. Et oui, c'est comme il disait Gauthier 1 qui a frappé le pénalty. C'était un très jeune joueur. Et moi, c'est vrai que sur le coup, je n'ai pas forcément compris pourquoi c'était la responsabilité incombée à ce jeune joueur. Il y a des joueurs cadres dans cette équipe d'Auxerre, mais en tous les cas, c'est lui qui l'a frappé. Et puis, le portier grenoblois a fait un superbe arrêt également. Il faut aussi le souligner. On va s'intéresser à une autre rencontre qui avait lieu. Justement, c'était Ajaccio-Paris FC avec un match nul. Ils s'en sortent bien, les Parisiens. Enfin, ils s'en sortent bien. C'est pourtant eux qui avaient ouvert le score par Warren Caddy, 15e minute de jeu et 39e minute de jeu. C'est Ajaccio qui va égaliser dans cette partie. Les assistes auraient pu même prendre l'avantage. Mais le Paris FC obtient le match nul, tout comme Auxerre, donc statu quo au niveau du classement. Mais on va écouter tout de suite la réaction de Vincent Demarconnet. Vous allez voir, il est interrogé chez nos confrères du Multiligue 2 chez Bein Sport par Thomas Soto, car son fils est fan du Paris FC, tout comme lui maintenant. Et on va l'écouter. C'est même lui qui posait qui a posé quelques questions. Alors je retrouve plus. Voilà, je retrouve plus mon Ajaccio Paris FC. Alors il a dû rester caché, le voilà. Non, vu le scénario un peu fou de cette saison, alors malgré notre début de saison qui avait été exceptionnel, finir dans les 5 premiers, ça actera forcément une très bonne saison pour le Paris FC. Donc ça ferait 2 top 5 en 3 ans. Et donc forcément, ça installerait un peu le Paris FC dans les bons clubs de Ligue 2, dans les bonnes équipes. Et l'objectif, c'est ça. Maintenant, les 2 premières places, voilà, c'est parti. Donc on ne peut plus jouer ça. Mais donc l'objectif, c'est de finir dans le top 5. Effectivement. Et l'objectif, pardon, après je te rends la parole. Non, Samuel, pas de problème, on n'est pas pressé. Ouais. L'objectif, On a le temps. l'objectif là, c'est la montée. On croit à la montée ou on se dit on s'échauffe et on s'entraîne pour la saison prochaine? Est-ce que dans ta tête et dans la tête des joueurs du club, c'est la Ligue 1? Alors pour l'avoir vécu déjà il y a 2 saisons, on sait que quand on termine 3, 4 ou 5e, enfin encore plus 4e et 5e, le chemin vers la Ligue 1 est encore très long et difficile. Mais voilà, tant que c'est permis, tant que c'est ouvert, on a le droit d'y rêver et de l'espérer. Donc forcément que ça reste dans un coin de notre tête. Après, on veut d'abord finir le travail, finir dans le top 5, et après on aura le temps, non, parce qu'après ça va vite s'enchaîner. Mais tant que c'est ouvert, on aura le droit de rêver jusqu'au bout, et on ne sait jamais ce qui peut se passer en tout cas. Et oui, c'était le match pour la 5e place entre le Paris FC et puis Auxerre. Allez, maintenant on va s'intéresser à Sochaux. Sochaux qui était en déplacement du côté de Clermont. Ça ne s'est pas bien passé pour les hommes de Marda. Forcément, Clermont, dont les supporters, avant cette rencontre,
ont bien évidemment supporté le quart de Clermont jusqu'au stade. Je crois que c'est Gabriel Montpied, si je ne me trompe pas, le stade de Clermont. Et qui forcément, il y a eu une. C'est bien ça, Gabriel Fred, Montpied. Toi qui connais bien la géographie, donc c'est ce qui me semblait. Et donc qu'ils ont amené. C'est vrai que Clermont est plus connu peut-être pour son équipe de rugby, mais il y a également le football. Oui, également avec la SM. Et puis il y a l'équipe de foot maintenant qui peut monter en Ligue 1. Et il fallait qu'il. Puis, connu aussi pour ses pneus Michelin aussi. Oui, hein. c'est ça. Bah là, tu donnes les marques. On va être obligé de citer toutes les marques là. On va pas toutes les citer, je les connais pas toutes. Mais oui, il y a l'équipe de rugby, il y a une équipe de foot maintenant qui peut prétendre en tous les cas à monter en Ligue 1 la saison prochaine. Mais pour ça, il fallait déjà battre Sochaux. Il fallait aussi que Toulouse, dans le même temps, perde contre Caen. Mais voilà, on va voir que Toulouse a gagné contre Caen en 3-0. Mais en tous les cas, Clermont a gagné aussi contre Sochaux. Et si vous n'avez pas suivi cette rencontre, vous pouvez toujours ici, on vous redonne le résumé signé de la LFP. Avec 13 points pris sur les 15 derniers possibles, Clermont négocie très bien le sprint final pour l'instant, ce qui lui permet d'occuper la deuxième place avec 4 points d'avance sur Toulouse. TFC qui possède tout de même un match de retard. Autrement dit, les Clermontois ont leur destin entre leurs pieds et 2 victoires sur les 2 derniers matchs leur assureraient une montée historique. Ce soir se présente Sochaux, 7e, qui n'a pas grand-chose à jouer, si ce n'est le rôle d'arbitre pour la montée et les playoffs. La formation de Pascal Gastien va partir aux avant-postes très tôt dans la partie et ouvrir le score dès la 8e minute de jeu par l'inévitable Mohamed Bayo. 21e but du Guinéen, le meilleur réalisateur de Ligue 2 BKT. Le ballon bien remisé par Gastien et Bayo, buteur lors de chacun de ses 3 derniers matchs à l'extérieur, retrouve l'efficacité à Gabriel Montpied, lui qui n'avait plus marqué ici même depuis la fin février. 1-0 donc pour Clermont. La réaction des Sochaliens avec un pénalty sifflé par monsieur Delpech. C'est Brian Soumaré qui va s'en aller défier Arthur Desmas. La faute de Gastien et Brian Soumaré de son pied gauche ajuste Desmas. Ça fait un but partout. 3e but de la saison pour l'ancien Dijonais, Brian Soumaré. Et quelques instants plus tard, les Auvergnats vont repartir de l'avant avec ce petit cafouillage en tête de surface de réparation. On arrive à trouver un décalage de ballon mal négocié par Mehdi Janin et Jodel Dossou, le béninois, opportuniste pour pousser ce ballon au fond des filets. 12e but de la saison pour Jodel Dossou. Et voici Clermont qui repasse devant. Alors on avait dit que Sochaux jouerait les rôles d'arbitre en plus de ce match face à Clermont. Il y aura la réception d'Auxerre lors de la prochaine journée. La GIA qui est à la lutte pour accrocher les playoffs. 2-1, c'est le score à la pause pour les Clermontois. Eux qui se sont imposés 2-1 face à Grenoble en clôture de la journée précédente avec Jim Alevina et Mohamed Bayo en buteur. On va justement retrouver Jim Alevina en début de deuxième période pour le 3-1. 50e minute. Clermont s'échappe et sanctionne dans l'immédiat les pertes de balles des Sochaliens. Le ballon de Jason Berthomier est parfaitement dosé et le Gabonais Jim Alevina inscrit lui aussi, comme Jodel Dossou, son 12e but de la saison. Bayo, Dossou, Alevina, la triplette gagnante pour Pascal Gastien qui voit ses hommes s'échapper et filer vers une 4e victoire consécutive en championnat. Réaction sporadique des hommes d'Omar Daf. Il a failli être trompé Arthur Desmas en anticipant le centre. Et l'amour pour Omar Daf, c'est une 3e défaite consécutive à l'extérieur. 3-1. Clermont conforte sa 2e place avec 4 points d'avance sur Toulouse. Les Auvergnats seront officiellement en Ligue 1 Uber Eats si le TFC ne remporte pas son match en retard face à Pau dans la semaine. C'était bien évidemment la rencontre entre Clermont et Sochaux. Donc forcément, si vous laissez le meilleur buteur, Mohamed Bayo, seul au point de pénalty, eh ben, ça fait but. Et puis ensuite, les autres buts, ça a été des erreurs, bien évidemment. Mais en tout cas,
dans cette partie, moi franchement j'ai bien aimé Herman Tebili qui a provoqué le penalty, hein, bien transformé par Brian Soumaré. D'ailleurs, venez nous dire au 03 81 50 67 51 ce que vous avez pensé un peu de cette partie et peut-être de ce jeune joueur également qui promet en tout cas pour l'avenir. Bien évidemment, il faut aussi percer à ce niveau. C'est ça aussi le plus compliqué pour tous ces jeunes joueurs. Mais j'ai vraiment aimé son impact, sa vivacité, sa technique aussi également. Et puis, il était malin sur le penalty. Penalty bien évidemment provoqué, hein, car il y avait bien penalty. Mais en tout cas, un garçon très intéressant pour l'avenir. Et il en faudrait plus, sans doute, dans cette équipe, des jeunes formés au club. Et c'est aussi l'âme du club, hein, tous ces jeunes formés. C'est vrai que ils ont tendance certains à vouloir partir. Après, voilà, c'est compliqué. On peut pas forcément les blâmer, car Sochaux est en Ligue 2. Mais après, il faut un vrai projet. On espère qu'il va arriver avec le nouvel actionnaire. Et moi, je vous propose d'écouter la réaction de Pascal Gassien, là, du côté de Clermont, qui dit que tout est important, notamment le goal average. Et ce but pris aussi par son équipe, par Sochaux, peut avoir son importance. Forcément, il y a victoire, mais il y a aussi eu des buts. Et ces buts-là peuvent être très importants à la fin parce qu'il y a cette différence de buts qu'il faut surveiller. Oui, bien sûr. On a 8 buts d'écart, je crois, si mes souvenirs sont bons, avec Toulouse. Et ça peut compter à la fin. Je ne sais surtout pas qu'on encaisse de buts. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Comment, Pascal, garder votre groupe là, sous pression? Alors forcément, vous allez me dire c'est facile, mais comment faire en sorte qu'il ne cède pas justement à cette pression qui est énorme là, sur cette dernière journée? Je sais pas, là on est au bout du bout, donc pour le moment je pense qu'on a bien géré, les joueurs ont bien géré les événements. Encore aujourd'hui, je pense qu'on a fait plutôt un bon début de match. Maintenant on va voir samedi, parce que là c'est, je vais dire, c'est pas acquis tout double parce qu'on aura les barrages, mais c'est quand même un match capital évidemment. On espère évidemment que vous arriviez à rendre justement toute cette joie aux supporters, parce qu'on a vu ces images de foule, l'arrivée des bus. Racontez-nous ce que ça vous a fait justement. Ouais, moi j'ai jamais vu ça ici en tout cas. Donc c'est extraordinaire. On sait que la ville a un potentiel humain énorme. Hein. C'est une des plus grandes agglomérations de France, dans les 10-12 plus grandes agglomérations de France. Donc il y a un potentiel intéressant, et je pense que le football a une place ici à Clermont. On le voit, on l'a vu lors de certains matchs, certaines années. Donc voilà, on aimerait tellement leur faire plaisir aussi. On va voir, il reste un match. Et on sera là la semaine prochaine. Merci Pascal, merci à vous. Merci. C'était l'entraîneur de Clermont, Pascal Gassien, qui fait aussi bien évidemment du très bon travail avec cette équipe de Clermont, peut-être en passe de monter en Ligue 1 la saison prochaine. On écoute l'entraîneur sochalien, forcément mécontent après cette partie. Il s'attendait à mieux. On savait que cette équipe de Clermont allait mettre beaucoup de vitesse pour garder encore une chance en tout cas de conforter leur chance de monter. Ce soir, on est tombé sur une belle équipe de Clermont, mais ce que je regrette, c'est les erreurs qu'on a pu commettre pour leur permettre de prendre l'avantage. Ça leur a facilité le match et c'est ça qui est regrettable ce soir. Ils ont la meilleure défense du championnat, mais surtout, ils ont le meilleur buteur du championnat. C'est pas un hasard. Offensivement, ils ont beaucoup de percussions, des courses en rupture, mais nous, on a mal géré ces phases-là. Mais oui, je suis déçu de notre prestation parce que on voulait montrer un autre visage. On avait vraiment envie de faire un gros match pour bien terminer cette saison. Mais malheureusement, ce soir, il y a eu tellement d'erreurs qu'on ne pouvait pas espérer mieux. On est des professionnels, je pense qu'il faut être respectueux de ce travail-là. Je pense que les joueurs donnent le maximum. Ce soir, on est tombé sur une équipe plus forte que nous. Voilà, techniquement, ils ont été justes. Il y a eu des courses qui nous ont fait mal. Donc voilà, la différence entre les deux équipes, elle s'est vue sur le terrain. On sait les points sur lesquels nous devons nous améliorer. Maintenant, les joueurs, ils ont donné ce soir. À mon goût, c'était pas assez. C'était pas assez parce que sur ce genre de match-là, on doit prendre plus de plaisir, on doit se lâcher. Et oui, c'est la déception que j'ai parce que je pensais qu'on allait fournir une autre prestation pour proposer un autre spectacle parce qu'on savait qu'ils allaient attaquer. Et nous, on n'a pas eu les armes offensives pour leur poser des problèmes. Et les attaquants de Clermont ont fait tellement de courses et ça fait mal à notre défense, ça a étiré les lignes par moment.
Donc bravo à eux, mais nous, en ce qui nous concerne, ce soir, c'était très insuffisant pour espérer autre chose. Et comme vous le disiez, voilà, depuis le match contre le PFC, où on savait que les espoirs de finir plus haut étaient un peu mal embarqués. Voilà, maintenant, on travaille, j'ai un bon groupe. Voilà, ils donnent énormément. Maintenant, il y a encore un dernier match contre le CR qu'il faut gagner à domicile pour bien terminer cette saison. Et ça, ce sera très important parce qu'il faudra montrer un autre visage samedi. Contre Auxerre, il faudra montrer un autre visage. D'ailleurs, le match Sochaux-Auxerre est déjà un petit peu lancé, avec Samuel Autrey qui, après le match contre Grenoble, chez un confrère de France Bleu, a dit simplement « Sochaux, je les mauvaises d'eux. Ils sont venus ici à l'aller, ils nous ont maltraités comme rarement, ils se sont cagués dessus après. J'ai envie d'y aller pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. » Bon, bah messieurs... Le match est lancé, on va voir si les joueurs de Sochaux vont répondre, eux, sur le terrain. On le souhaite également pour cette dernière de la saison 2020-2021. Avec une info chez les jeunes joueurs, on va reparler de la GOCR. Les U19 Nat de Pierre-Alain Fro se sont imposés 2-1 face à les JOCR. Les buteurs Jessim Pélissard et puis un but contre son camp. Donc bravo aux jeunes joueurs de Pierre-Alain Fro. Et puis maintenant, qui monte en Ligue 1 ? C'est 3. Mais avant, je vais vous donner les autres résultats. Avec Guingamp qui s'impose devant Châteauroux 2-0, Amiens-Niort 0 partout, Chambly a battu le Pau FC 1-0 et Chambly reste en vie pour le moment. Rodez et Nancy 1 but partout, également, je l'avais déjà dit tout à l'heure, Toulouse-Caen 3-0, Le Havre est allé s'imposer du côté de Valenciennes 5-3, et puis 3 qui recevait Dunkerque, il fallait au minimum un nul pour que cette équipe de 3 monte en Ligue 2. Eh bien, les Troyens se sont imposés 2-0 et puis montent en Ligue 1 la saison prochaine. On va écouter tout de suite la joie de Florian Tardieu, ex-joueur du FC Sochaux Montbéliard. L'image de cette soirée, c'est 3 qui est de retour en Ligue 1. L'image et le son en direct du Stade de l'Aube. Allons-y. Alexandre Carré avec Florian Tardieu qui était le capot il y a quelques secondes. C'est ça, Florian Tardieu, c'est vous qui lancez les chants, c'est forcément un énorme bonheur, vous allez enfin découvrir la Ligue 1. Ouais, franchement, comme vous l'avez dit, c'est le mot, enfin. Ouais, c'était une longue saison, pardon, j'en perds mes mots, tellement je suis ému et très content parce qu'on est un effectif de malades, comme vous le voyez, on le fait aussi pour la ville, pour les supporters. C'était une saison compliquée avec le Covid, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on a un groupe de fous. Et aujourd'hui, c'est le travail de tout un groupe, de tout un staff, de toute une ville. Et je pense qu'avec cette saison, on mérite vraiment d'être champion. Et voilà, je suis tellement content. Et lui aussi, c'est comme un capitaine dans l'équipe, donc il n'y a que de la joie, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Johan, pour vous, ça représente rien, évidemment, vous l'avez déjà connu avec Strasbourg. Non, ça fait toujours quelque chose, c'est un truc de fou de faire une montée, de jouer quelque chose, franchement c'est exceptionnel, surtout dans une belle ville comme Troyes, et franchement avec un bon groupe, franchement tout était réuni, vu le Covid qui nous a stoppé l'année dernière, on avait à cœur de prendre une revanche cette année et on l'a fait, on avait confiance en nous, tout un groupe, franchement on était déterminés et ça fait plaisir de revivre ce genre de moment, franchement. Et c'est un moment très rare de pouvoir communier avec le public dans cette saison si particulière, vous le savourez d'autant plus? Ouais, c'est vrai que le public nous a énormément manqué, on aurait voulu qu'ils viennent à chaque match, mais bon, malheureusement on a dû faire avec 100, mais on a reçu pas mal de messages de leur part, on sait qu'ils étaient à tous les matchs derrière nous et à fond derrière nous, et c'était le principal, ils nous donnaient la force même de loin. Merci beaucoup, on vous laisse aller profiter. Champion de France. Champion mon frère. Et ouais, on l'a fait. Oui, ils l'ont fait les Troyens, ils sont champions de France et en plus ils seront en Ligue 1 la saison prochaine. On va écouter la réaction de Laurent Batles qui était en larmes à la fin de cette partie. Il a beaucoup pensé à sa famille, apparemment qui est resté loin et il est pressenti pour être peut-être le futur entraîneur de Montpellier en remplacement de Michel Derzakarian. Ça, ces larmes, elles reviennent de loin, c'est l'aboutissement d'un magnifique parcours. Ouais, c'est... Déjà, j'ai une pensée
pour Daniel Mazzoni et Luis De Souza qui m'ont fait venir ici avec un groupe extraordinaire. J'ai une pensée aussi pour ma famille parce que je suis venu un peu tout seul ici. Ça n'a pas été facile pour eux aussi, pour mes enfants, pour ma femme. Je suis arrivé dans un club familier. Aujourd'hui, ces gens le méritent. C'est dommage qu'on ne le vive pas avec les supporters, mais la saison a été très dure. Mais on s'est accroché et les joueurs, le staff, les sponsors, les dirigeants, tout le monde a tiré dans le même sens. Et voilà, c'est un soulagement, franchement, c'est un soulagement parce qu'on partait pas dans les favoris. Et ce soir, on est champion et je suis très fier de mon club, je suis très fier de mes joueurs. Vous aviez dit avant match que la priorité c'était d'assurer le nul. Bon là, vos joueurs vous ont offert beaucoup mieux. Ouais, la priorité c'était de pérenniser le club en Ligue 1, essayer de le faire monter. Après, si on pouvait avoir le titre ce soir, c'était fantastique. Et on l'a eu, donc voilà, je suis très très heureux ce soir. Merci beaucoup, on vous laisse profiter. Et oui, c'est très émouvant, les larmes de Laurent Batles, mais oui, c'est toujours aussi un sacrifice pour les familles qui peuvent par moment ne pas suivre leur conjoint, qui se déplace à l'autre bout de la France pour diriger tel ou tel club. Donc c'est toujours des moments compliqués, mais comme je le disais en préambule, peut-être qu'il sera le prochain entraîneur de cette équipe de Montpellier. On regardera ça. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2. Je crois que les supporters socialiens sont en vacances, mon cher Fred. Je crois que ça y est, le championnat est terminé pour eux. En tous les cas, attends. Il reste encore une journée, puis une émission. Hein, ils peuvent encore Oui, c'est ça. rappeler. Après, il y a plus. Voilà, ils appelleront la semaine prochaine pour un spécial bilan de cette saison. Moi, je trouve qu'il est pas trop mal réussi. Après, on verra avec les supporters ce qu'ils en pensent la semaine prochaine. Dernière journée pour la Ligue 2. 38e journée ce samedi 15 mai avec à 20h Le Havre 3, Sochaux-Auxerre, Châteauroux-AC Ajaccio, Caen-Clermont, Nancy-Amiens, Dunkerque-Toulouse, Pau FC Valenciennes, Paris FC Chambly, Grenoble-Rodez, Niort-Guingamp pour vous donner toutes les rencontres. Au classement, 3 champions avec 77 points. Deuxième, Clermont Foot, 72 points. Suivi de près par le troisième, Toulouse, qui va jouer un match en retard. Toulouse-Pau FC, ce sera donc ce mercredi 12 mai. Donc en cas de défaite de Toulouse, Clermont serait en Ligue 1 la saison prochaine. Et voire même peut-être de match nul. J'ai pas fait attention, mais non, je crois que match nul, 73 points, ça ferait 68, 69. Oui, il serait en cas de match nul. Il serait pas. Il faut vraiment une défaite de Toulouse. Voilà, une défaite de Toulouse. Et puis un quatrième, Grenoble, 62 points. Et puis en bas de classement, Sochaux, lui, est 7e avec 51 points. On verra la semaine prochaine ce qu'en pensent les supporters. Moi, je pense que c'est une bonne saison pour cette équipe sochalienne. Elle ne pouvait guère aller plus loin, plus haut en tous les cas, même si on le regrette tous. Avec 18e Caen, 38 points, premier barragiste, pas premier parce qu'il n'y en a qu'un, 19e Chambly avec 38 points, et puis 20e Châteauroux qui est déjà relégué en Ligue 2 la saison prochaine avec 22 points. Classement des buteurs, Mohamed Bayo, toujours en tête avec 21 buts. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2. Oui, c'est ça. Je crois qu'ils n'ont pas fait de Ligue 1. Non, ils ne sont jamais montés en Ligue 1 et ce serait une première pour eux. Allez, juste un point sur National 1 avant de se diriger vers la National 3 avec Bastia, donc, qui est en Ligue 2 la saison prochaine, Quevilly également. Le FC Villefranche qui est 3e pour le moment, 4e Le Mans 48 points, puis en bas de classement on retrouve 18e Lyon-Duchère avec 28 points. L'équipe d'Albert Cartier, elle, est 16e avec 32 points. On lui souhaite beaucoup de réussite, Albert, avec ce club de Bastia-Borgo. C'est compliqué pour le moment et qui ont perdu du côté de Laval 2-1. Mais on lui envoie toutes nos amitiés. Attention, c'est Bastia-Borgo, c'est pas confondre avec le Sporting qui monte. Non, c'est l'autre club de Bastia. Eh bien écoute mon cher Fred, on va aller du côté National 3, on va parler un peu de championnat amateur parce qu'on va peut-être donner un détail, c'est pour le Racing Besançon, c'est que Jean-Marc Tinita est reconduit comme entraîneur déjà. C'est ça, il est reconduit comme entraîneur avec pour mission de faire monter le club la saison prochaine en National 2. Et puis il y a une partie du staff qui n'est plus là, c'est Julien Aubrio qui sera le second, et puis Maurice Jacot, et puis Jean-Charles Chevassu, et puis Julie Bastière ne font plus partie du staff du Racing Besançon. Mais là on va s'intéresser au Besançon Football avec le nouvel entraîneur Benoît Pensier que tu vas appeler tout de suite car on avait dit 19h30. Donc c'est vrai que ça a été une saison compliquée pour les amateurs avec l'arrêt des compétitions suite
Bonsoir Benoît Pensier, on va recommencer. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Très heureux d'avoir rejoint le Doubs et la Franche-Comté. Un petit retour aux sources. Oui, alors vous êtes le nouvel entraîneur donc, du Besançon Football qui évolue en National 3. Comment se sont noués les contacts avec le club bisontin? Avec le directeur sportif, nous avions des connaissances en commun du milieu du football qui nous ont présentés. Et j'ai reçu un appel de la part du directeur sportif et du président et ça a tout de suite matché. Oui. Nous avons parlé longuement par téléphone, puis nous nous sommes rencontrés sur Besançon. Et le courant, le feeling est passé très vite. Oui. Et voilà, ça s'est fait très rapidement, parce que je pense que nos ambitions respectives se rejoignent. Donc ça s'est vite vu. Alors vous avez été l'entraîneur de Toulon, vous avez aussi une carrière de joueur, comme gardien, également à Fos-sur-Mer, la Seine-sur-Mer entre autres. Alors ça sera votre première expérience en National 3. Comment vous l'appréhendez? C'était une volonté aussi d'évoluer à l'étage supérieur? Oui, bien évidemment. Comme vous l'avez dit, j'ai quand même fait une carrière qui a oscillé entre la Ligue 2 et la N2. Oui. Donc c'est vrai, quand on a connu ce niveau en tant que joueur, on a envie de le connaître aussi en tant qu'entraîneur. Donc j'ai toujours eu l'ambition d'entraîner à ce niveau-là, voire plus haut, parce que je me fixe pas de limite. Bien sûr. Voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux, j'ai envie de réussir dans ce métier-là. À partir du moment où je me suis lancé dans ce métier, c'est pour aller le plus loin possible. Donc oui, effectivement, c'est une volonté d'entraîner à ce niveau-là. Et comment je l'appréhende? Vraiment avec le plus d'humilité possible, bien évidemment, mais avec des convictions, et l'envie de mettre en place mes convictions. Oui, puis c'est aussi un challenge qui est excitant, je suppose. Oui, le challenge, bien évidemment, il est très excitant. J'ai même hâte déjà d'être à la reprise. Oui, une montée sur 2 ans avec on va dire une bonne première saison. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi non plus. On a envie de construire quelque chose de crédible, de concret, de sérieux. Oui. Mettre les construire pierre après pierre. Donc j'ai trouvé des gens des dirigeants la tête sur les épaules. Oui. La tête sur les épaules. Et justement, c'est l'objectif qu'ils vous ont donné, une montée d'ici 2 ans? Oui, tout à fait, oui. Après, lorsqu'on est quand même un entraîneur ambitieux, on a envie d'aller le plus haut, le plus rapidement possible. Mais comme je viens de vous dire, on ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs, on veut construire les choses correctement. Et je pense que viser une montée sur 2 ans, c'est quelque chose de cohérent. Vous avez déjà pu rendre visite à ce groupe, enfin rencontrer quelques joueurs, ou alors c'est encore trop tôt? Non, j'ai rencontré quelques joueurs déjà la semaine dernière, lors d'un premier passage donc dans le Doubs à Besançon. Et je dois également rencontrer le reste des joueurs cette semaine, entre mercredi et vendredi. Et vous avez déjà visité un peu les infrastructures, le stade Léo-Lagrange? Oui, ils m'ont fait visiter la semaine dernière le stade Léo-Lagrange ainsi que le complexe à la Malcombe, puis d'autres complexes aussi. Alors, j'ai visité le siège également, rencontré la plupart des dirigeants. J'aimerais rencontrer encore les éducateurs du club. Et voilà, je pense que pour une première étape, ce sera déjà ça de fait. Alors moi, en termes de jeu, je voulais savoir quelle est la philosophie de jeu de Benoît Pensier. Moi, j'ai regardé sur quelques vidéos que vous aimiez bien le jeu du FC Barcelone. C'est un peu... quelle est votre philosophie? Oui, avant de parler de modèle, tout ça, effectivement, je vais plus parler de philosophie qui est la mienne. Moi j'aime beaucoup le jeu, oui. La possession du ballon, avoir la maîtrise, oui. Récupérer le ballon très très vite sur un gros pressing. Voilà,
je m'oriente plus vers ce style de football. Après, comme on dit, il faut toujours avoir des joueurs pour pouvoir arriver à ce qu'on a envie de mettre en place. Oui. Parce que finalement, c'est quand même eux les principaux acteurs. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au départ, je vais essayer de mettre en place cette philosophie de jeu. Alors c'est vrai que vous avez évolué dans plusieurs clubs, hein, comme quand vous étiez joueur, en Brest-Péronas, Sporting Club Toulon, Fos, également Sochaux, hein, en 97-98, si je me trompe pas. Comment on se dit un jour, tiens, je vais devenir entraîneur? C'était vous aviez ça en vous déjà? Pour ma part, c'est une vocation. Parce que même à l'époque où j'étais joueur, j'envisageais déjà d'être entraîneur. Je me voyais déjà entraîneur. Voilà, j'observais beaucoup mes différents coachs que j'ai pu avoir. Je notais beaucoup de leurs séances. Je m'amusais, moi, dans mon coin, chez moi, à faire mes compositions d'équipe à moi de mes équipes, des équipes dans lesquelles j'évoluais. Voilà, j'ai toujours été très à la recherche de ce métier d'entraîneur, très curieux de ce que pouvait être la vie, la réflexion d'un coach. Et avec toujours ce souci d'en faire mon métier après ma carrière. D'ailleurs, j'ai passé mes différents diplômes aussi pendant ma carrière de joueur, de façon à pouvoir de suite, dès la fin de ma carrière, pouvoir enchaîner sur ce métier. Alors justement, on parlait de l'entraîneur, des jeunes aussi également. Alors un club, c'est pas forcément que c'est l'équipe première bien évidemment, mais c'est aussi toutes les catégories de jeunes. Vous avez aussi l'âme d'un formateur avec tous ces jeunes aussi également. Ah, moi j'aime beaucoup intégrer les jeunes parce que je pense que c'est l'avenir d'un club. J'aime beaucoup intégrer les joueurs de la formation. On dit souvent que dans mes séances d'entraînement, il y a une grosse part de formateurs aussi. Voilà, je pars du principe qu'en N3, voire en N2, les joueurs sont encore, s'ils sont à ce niveau-là, c'est qu'ils ne sont pas complètement formés, donc il y a quand même de la formation à effectuer. Hormis peut-être sur les plus anciens, mais un joueur de 25 ans qui est en National 2 ou en National 3 a encore des choses à apprendre. Alors c'est vrai qu'on parle, moi je vais parler un peu de niveau cette fois-ci, parce que c'est vrai que vous avez fait, vous êtes resté aussi longtemps dans le sud de la France, où vous êtes d'ailleurs originaire. C'est vrai que nous, souvent, nos équipes qui sont parties jouer dans le sud de la France ont eu souvent des difficultés dans le jeu. Comment on peut expliquer, comme si le niveau était un petit peu plus supérieur, après vous qui êtes là-bas, vous allez peut-être pouvoir nous le dire, est-ce que c'est... quelle culture vous avez Je pense pas que ce soit au niveau du jeu proprement parlé, du football proprement parlé, que le sud est supérieur à d'autres régions. Je pense surtout que c'est dans la mentalité et l'état d'esprit, où on retrouve des joueurs avec beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de grinta, beaucoup plus de générosité, d'envie. Mais je pense que ça, c'est dans le caractère sudiste. Dans le caractère sudiste, je ne pourrais pas l'expliquer, mais c'est comme pourquoi les Argentins, les Chiliens, les Sud-Américains sont beaucoup plus agressifs. Quand ils sont sur un terrain, on dirait des chiens, ça court de partout, ça s'arrête jamais, c'est du pressing à outrance. Bon, c'est dans les gènes, c'est comme ça. C'est ça aussi que vous voulez voir, vous, sur un terrain? Des gens ça fait partie de mon ADN, oui, tout à fait. Comme vous dites, je suis sudiste, j'ai été formé en tant que joueur dans le sud, j'ai commencé ma carrière d'entraîneur dans le sud, j'ai terminé ma carrière de joueur dans le sud, j'ai fait une grosse partie de ma carrière dans le sud, donc j'ai cette grinta-là en moi, c'est une certitude. Alors, cette grinta-là, je veux l'avoir dans mes équipes. Alors c'est vrai que la région ne vous est pas inconnue, car je l'ai dit, vous êtes passé par Sochaux, vous étiez le 3e gardien, si je ne me trompe pas, derrière Vincent Fernandez et Frédéric Peterens. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Que du bonheur. Que du bonheur, parce que ça ne rend pas compte sur le moment, mais quand on est
sur le centre de formation ou jeunes pro, c'est des moments privilégiés, c'est des moments inoubliables. En plus de ça, nous avions une génération quand même où il y avait une très très bonne ambiance entre nous. On était pratiquement tous les jours, tous les soirs ensemble, pour ne pas dire presque toutes les nuits. Sur le moment, on s'en rend pas compte de ce privilège par la suite. D'ailleurs, la plupart, on continue à se voir en organisant des rendez-vous tous ensemble. Mais non, c'est des souvenirs magnifiques. Et en plus, je vous dis, avec la génération talentueuse qu'il y avait, et c'était un plaisir footballistiquement et c'était un plaisir humainement. Parce qu'il y avait à la fois du talent, mais il y avait à la fois des bons hommes. Des bons hommes. Alors justement, on parlait de génération. Qu'est-ce que vous pensez de la génération actuelle de jeunes footballeurs par rapport à cette génération-là d'il y a 20 ans? Est-ce que les jeunes de maintenant ne veulent pas aller trop vite, passer quelques étapes? Quel est votre regard là-dessus? Forcément, c'est différent. Mais comme tout, la société a évolué, les mœurs ont évolué, les cultures ont évolué, tout évolue. Donc le football évolue aussi, et les mentalités du football ont évolué aussi. Je pense que c'est à nous, entraîneurs, si on veut pas sortir du circuit, à un moment donné, à évoluer avec eux également. Il y a des choses que nos entraîneurs à nous demandaient. Aujourd'hui, on ne peut plus demander la même chose. C'est pas possible. Je vous dis, c'est l'évolution. Alors, bien ou pas bien, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, il n'y a même pas à juger. Il n'y a pas à juger est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est l'évolution. Voilà, c'est l'évolution. On doit faire avec. Oui, c'est sûr. Alors, on va revenir un peu sur le Besançon football. Est-ce que vous êtes... Est-ce qu'on est en pleine période mercato, même si on sait pas, on espère que la saison va reprendre en début septembre. On est en plein dans les transferts pour le moment. Est-ce que vous avez déjà des contacts? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se préparent du côté de Besançon Football pour justement dans cette période? Oui, comme vous dites, on est en plein dans la période, donc forcément qu'il y a des tractations qui commencent à naître du côté du club, forcément. On rencontre les joueurs pour connaître leurs souhaits. On jette un œil aussi sur ce qui se passe sur d'autres clubs pour d'éventuels recrues. Bon, mais la priorité n'est pas au recrutement, la priorité est déjà de garder nos joueurs. Voilà, ça c'est une volonté de la part du club de vouloir garder la totalité de l'effectif. Donc, on va dire que le premier recrutement, ce sera déjà de garder l'ensemble de l'effectif. On sait qu'il y a eu la période Covid avec l'arrêt des championnats amateurs. Comment vous avez trouvé moralement les premiers joueurs que vous avez vus? On sait que c'est une période compliquée aussi pour le monde amateur. Je pense qu'ils ont hâte de partir en vacances et de passer à autre chose et d'entamer la saison prochaine. Voilà, comme tout le monde d'ailleurs, joueur, entraîneur, on vient de vivre une saison compliquée, difficile psychologiquement, parce que faire des entraînements sans compétition, c'est usant. C'est usant, mais c'est indispensable, parce qu'à un moment donné, il faut quand même garder la condition. Donc, c'est indispensable de s'entraîner. C'est une très bonne chose que le club, que les coachs ont souhaité continuer les entraînements. C'est une très bonne chose. Mais voilà, ça devient usant et je pense qu'il faudra envisager très rapidement de les mettre en vacances. Oui, parce que pour le moment, là, il continue des séances d'entraînement. C'est ça ce qui se passe au Besançon Football? Oui, la semaine prochaine, on va encore s'entraîner. Je puisse pouvoir assister aux entraînements, commencer un peu à regarder un petit peu les joueurs et je pense fin de semaine les mettre en vacances.
Vous avez déjà vu des vidéos des rencontres du Besançon Football? Oui, vous êtes déjà imprégné Ouais, des c'est contenus. prévu cette semaine. C'est prévu cette semaine que je consulte les vidéos des 4 ou 4-5 premiers matchs qui a eu lieu cette saison. Et donc pour la reprise de l'entraînement, vous avez déjà une date ou c'est pas encore fixé pour Oui, la- le 12 juillet. Oui, le 12 juillet, reprise de l'entraînement. D'accord, très bien. Reprise de championnat, comme reprise du championnat national 3 et au 21 août. Oui. Donc nous reprenons les entraînements le 12 juillet avec, par contre les matchs amicaux sont encore pas complètement établis. Oui. Je souhaiterais faire entre 5 et 6 matchs amicaux. D'accord. Eh ben, c'est noté. En tout cas, on passera vous voir et puis ça sera mieux de visu. En tout cas, on voulait vous remercier d'être intervenu ce soir. Même encore désolé pour ce petit problème technique en début d'émission. On vous souhaite d'arriver. On vous souhaite déjà la bienvenue dans la capitale comtoise. Que vous connaissiez quand même Besançon ou la ville en elle-même. Oui, je connaissais. Oui, durant mon passage à Sochaux, je venais de temps en temps me balader dans cette charmante ville de Besançon. Bon, voilà, vous allez pouvoir la découvrir encore de plus près. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. Et puis on se verra très bientôt du côté du stade Léo Lagrange. Merci beaucoup. Pas de problème, mais c'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci beaucoup, Benoît Pensier, et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à vous, bonne semaine. C'était Benoît Pensier, le nouvel entraîneur du Besançon au football. Bon, désolé, on a eu un petit problème technique au tout début de cet entretien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'excuse encore vers Benoît Pensier, qui sera le nouvel entraîneur du Besançon Football, qui évoluera en National 3 la saison prochaine. Hervé Genet n'a pas été reconduit dans ses fonctions après 7 ans passés au Besançon Football. Donc, on ira rencontrer ce nouvel entraîneur sur place. On fera quelques vidéos. C'est toujours plus sympa. En tout cas, on le remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. On va maintenant refermer cette page nationale 3, moins que Frédéric Fitch ait quelque chose encore à dire. Non, on a déjà tout dit aussi avant l'interview aussi. Donc. Bon, c'est bien. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir. Il y a un problème technique. Indépendant de notre volonté, comme on dit. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais en tout cas, le principal, c'est que tout a fonctionné. On a pu entendre Benoît Pensier. Et on lui souhaite bien évidemment la bienvenue dans la capitale comtoise. On va maintenant refermer cette page nationale 3 et puis on va ouvrir la page handball avec un match qui avait lieu... On ferme la page football, tu veux dire aussi? Quoi, j'ai dit quoi? T'as oublié de dire de fermer la page football en même temps que la nationale 3. Oui, quand on parle nationale 3, forcément, oui. Oui, tu me diras oui, parce que ça peut être nationale 3 handball, nationale 3... basket. La page football, la page football tout court, on peut dire. C'est ça peut être un peu ce qu'on veut. Eh bien, on va s'intéresser au fil de l'ESBF du côté du handball qui livrait une rencontre face à Metz. Metz, forcément, composé quasiment d'international. Et puis, ça ne s'est pas très bien passé pour les filles de Sandrine Mario et Raphaël Tervel qui est entrée sur le terrain, qui a joué quelques minutes. Elle se préparait depuis pas mal de temps. Elle avait rompu son contrat d'entraîneur et puis elle avait laissé en place Sandrine Mario qui prenait le costume de l'entraîneur. Eh bien, elle est rentrée à quelques minutes. Ça a fait plaisir à tout le monde, même si le score est large pour la défaite byzantine, 35-26. Mais les filles ont tout donné. On sait qu'il y a beaucoup de blessés dans l'effectif byzantin. Et puis confronté à l'Armada Messine, c'est toujours plus compliqué. Mais elles auront l'occasion de rejouer du côté du Palais des Sports, soit le 26 mai, soit le week-end du 29-30 mai. On ne sait pas trop exactement. Oui, exactement. On sait pas trop encore pour le moment dans quel sens ça va se faire. D'ailleurs, une info avec Nantes, on regardera ça. Nantes qui a décroché le titre européen. C'était hier, donc bravo aux Nantaises de Guillaume Sorina.
qui remporte ce titre, donc ce qui prouve la valeur du handball féminin en France, de cette ligue Butagaz Énergie, qui en tous les cas donne pas mal de beaux matchs et de belles équipes. Moi, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction de la jeune Clarisse Méraud, formée au club. On parlait justement tout à l'heure avec Benoît Pensier de la formation qui est importante dans tous les clubs et encore plus maintenant avec l'effet Covid. Eh bien, on va écouter Clarisse Méraud et on va écouter également Raphaël Tervel. Et vous allez voir, elle nous parle de ces quelques minutes après 7 ans où elle n'a pas foulé les terrains. Enfin, les parquets. Oui, c'est pas des terrains de foot. Là, c'est le terrain de handball. En tout cas, ça a été vraiment sympa de la voir. On est avec Clarisse. Clarisse, bonjour. C'était le dernier match ici pour les playoffs face à une belle équipe de Metz, forcément un cadre de ce championnat. Ça a été compliqué aujourd'hui? Oui, ça a été compliqué. On le voit au résultat, on perd -9. Mais bon, on a tout essayé, on a redoublé d'efforts. Après, c'est un peu compliqué, comme je disais avant, c'est qu'on est 4 arrières. Donc on tourne peu par rapport à Metz qui ont vraiment beaucoup de bancs. Et puis en défense, Metz c'est un mur. Donc voilà, on a essayé de tout faire, mais ça n'a pas été notre journée aujourd'hui. Donc, Vous avez tenu 20 minutes en première période, c'est à partir de la 20e que Metz a pris son envol. Ouais, on sent qu'il y a un peu de relâchement, de fatigue, parce que comme je disais, on tourne peu. Et puis oui, c'est surtout au bout de 20 minutes où ça a été compliqué. On se prend beaucoup de tirs de Misevic, l'arrière gauche. Et puis quand on essaie de monter sur elle, on se prend des tirs derrière sur le pivot. On a eu vraiment du mal en défense. Et puis après, quand on prend des buts en défense et qu'on ne marque pas en attaque, la différence elle se crée. Et voilà. En plus, vous avez pris beaucoup de tirs de loin, c'est ça aussi qui a fait la force de Metz aujourd'hui? Oui, c'est ça, elles ont raison. Nous, on fait toutes 1m20 et puis par rapport à elles qui font presque toutes 2 mètres, non. Mais vous êtes toutes très vives, c'est ça aussi la différence? Oui, on n'a pas le même style de jeu et puis après, elles profitent de nos points faibles et elles tirent de loin et c'est inarrêtable pour nous. Donc on verra. Objectif l'année prochaine, peut-être trouver d'autres moyens pour pouvoir les battre un jour. Oui, puis ce qui est important, c'est que vous étiez en retard de 8 buts à la pause, mais vous n'avez rien lâché, vous avez toujours continué à jouer, toujours et toujours. C'est ça qui est important. Oui, c'est ça. On voit que la mentalité est liée, on n'a qu'une envie, c'est de gagner. On se retrouve à un moment donné à -4, je crois, au bout de 10 minutes, on se dit, allez, ça va aller. Après, on a encore du mal en défense sur les pivots, on se reprend encore beaucoup de buts de pivot, donc ça a été compliqué de remonter, mais en tout cas, le plus important, c'est qu'on n'ait rien lâché, qu'on est resté une équipe soudée, il n'y a pas eu... tout le monde était là pour s'aider, même si on perdait, c'est ce qu'on retient. Oui, puis c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes joueuses du côté de l'ESBF, c'est aussi des matchs où on apprend. Oui, oui, bien sûr. Donc nous on est quand même contente de ce qu'on a fait, même si tout individuellement on a fait des erreurs, que ce soit en défense ou en attaque. C'est comme ça, et puis nous notre objectif maintenant c'est de gagner l'équipe, on verra si c'est Nantes ou pas dans 2 semaines, ça dépendra des résultats des autres. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il reste 2 matchs, dans 3 semaines il reste 2 matchs pour terminer cette saison et puis pour finir 3e. Voilà, c'est ça notre objectif, c'est de finir 3e. On est déjà très contente parce qu'on a notre place pour la Coupe d'Europe l'année prochaine, donc ça c'est vraiment important, et puis on va tout faire pour finir 3e. Un petit mot sur l'équipe de France, vous avez été sélectionné il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens que du positif, l'équipe de France, même si nous on était en tant que jeunes, notre objectif c'est à long terme, c'est pas forcément maintenant, mais c'était très intéressant de pouvoir réintégrer le groupe, un peu voir les filles et puis de savoir aussi quels sont nos points qu'on doit modifier, les petits points difficiles, mais c'était bien de voir où on se situait par rapport à elles, donc c'était vraiment intéressant et puis on garde que du positif pour pouvoir progresser dans nos clubs, donc voilà. Merci beaucoup Clarisse, à très bientôt. Pas de souci. Merci beaucoup. On a quand même remis 2 fois à 4 buts. Et puis voilà, au final, c'est les meilleurs qui ont gagné. Mais on n'a pas démérité, on aura tout essayé. Oui, beaucoup de plaisir. Ça fait 4 mois que je m'entraîne pour peut-être jouer 2 minutes. Donc je me suis dit, si tu joues 2 minutes, vas-y, fais-toi plaisir. Alors bon, c'est pas facile de rentrer sur un match comme ça. Je suis un peu en manque de rythme. J'ai un peu 7 ans de manque de rythme. En plus, tu joues contre l'équipe la plus rapide. Donc bon, ça n'a pas été génial. Mais bon, c'était bien d'essayer de faire quelque chose et puis voilà. Besoin, il y a Alizé aussi qui est pas rentré, qui a pris un petit coup à la hanche. J'espère que c'est pas trop grave. Donc bon, voilà.
c'est des petits trucs qui s'enchaînent et puis qui font que on est de plus en plus diminué et qu'à la fin on galère physiquement pour tenir le match. Donc on aura tout essayé, même que je reparte sur le terrain, il n'y a rien qui fait, c'est comme ça, ma foi, c'est comme ça. Ce sera notre bête noire des 6 ans et puis voilà. Metz, oui, mais par contre, effectivement, et on a un beau podium à aller chercher. On va attendre maintenant le résultat de Nantes contre Brest mercredi prochain. Si Brest gagne, on est sûr d'être 3e. Ça veut dire qu'on a le retour de la 3-4 à la maison. Donc ça, c'est vrai que ce serait pas mal pour la dernière de le jouer chez nous plutôt qu'à l'extérieur. Donc on va encourager Brest à fond sur les matchs de mercredi. Et puis on va se préparer pour finir sur le podium, parce qu'un podium juste derrière Metz et Brest, ça aurait de la gueule quand même pour terminer. Donc, juste qu'on y croyait encore, quoi. Enfin, surtout il fallait y croire que, voilà, moi j'y croyais parce qu'on pouvait faire mieux. On a dit qu'on allait prendre tous les risques, on a dit qu'on allait jouer à 7 pour avoir un peu plus de solutions, parce qu'en fin de première on n'en a plus en attaque, donc on savait que ça allait nous débloquer en attaque. On a dit qu'on allait repartir en streak, voire en double streak s'il faut, en défense pareil, pour essayer de récupérer les ballons, puis essayer de les faire tirer sur les extérieurs, dans les ailes. C'était un peu ce qu'on voulait faire de tout le match, mais on n'a pas réussi, quoi, parce que Sako a été super sur les tirs à l'aile, donc on voulait qu'elle tire un maximum à l'aile et qu'on soit le plus fort possible secteur central, et c'est un peu là-dessus qu'on a pêché, quoi, sur le global, sur les 34 buts contre. Oui, en plus, ça, ce serait la cerise sur le gâteau, parce que c'est vraiment un truc complètement inattendu. C'est vraiment la grosse surprise si ça se fait, parce qu'on pensait vraiment que la ADS finirait dans ce palais vide. Donc voilà, si on peut faire la fête avec les supporters, ce serait chouette. Oui, ce serait chouette si on pouvait faire la fête avec les supportrices et supporters de l'ESBF. Après, on verra si les mesures sanitaires se sont assouplies ou le public pourrait être présent du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz. On l'espère toutes et tous, hein. Nous, on l'espère en premier, parce qu'un Palais des Sports vide, c'est quand même pas pareil pour pousser cette équipe de l'ESB, car dans des matchs, il y a des périodes difficiles où le public est très chaud à Besançon, il est chaud bouillant. Et c'est vrai que ça aide l'équipe à se transcender, à aller chercher, à aller puiser encore plus des ressources voilà, qu'on n'avait plus. On était à bout de souffle, pardon. Donc on espère vraiment que le public puisse revenir, si ce n'est pas encore le cas là, au moins en début de saison prochaine. On va maintenant s'intéresser à la Pro League, ça c'est du côté des garçons, car il y avait un match ce vendredi du côté du Palais des Sports, avec les garçons qui recevaient l'équipe de Nice pour la dernière à domicile. Donc forcément, on est toujours un peu triste quand c'est la soirée des dernières, car certains entraîneurs s'en vont, les joueurs quittent aussi les clubs. Et c'est vrai que c'est toujours une séquence un petit peu émotion du côté du Palais des Sports. Et c'était vraiment une séquence émotion avec déjà le match en lui-même, avec une équipe de Besançon qui a connu, qui était en mode, comme voilà, vous allez le découvrir tout à l'heure dans l'interview, une équipe byzantine à deux visages, qui a couru souvent après le score, mais finalement qui a décroché un match nul dans les dernières secondes grâce à un tir de Thibaut Arteaga, et le Grand Besançon Doux Handball obtient le match nul. C'était avant l'ESB. Ça y est, je commence à fatiguer. C'est l'ancien nom, pourtant, l'ESBM. C'était l'ESBM avant. Hein, oui, c'est ça, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de la saison. Je crois qu'on est tous fatigués, comme le disait le nouveau coach du Besançon Football, Benoît Pensier, tout à l'heure. Je crois qu'on a tous besoin de vacances. Je crois qu'il fait, voilà, je pense qu'il a entièrement raison. Je pense qu'on a tous besoin de vacances, et je crois qu'on Allez, encore une semaine et puis c'est encore une semaine et puis on part tous à la plage. Non, je plaisante bien évidemment, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours le Covid qui rôde, donc chacun doit prendre ses précautions. Avec le Grand Besançon de handball qui a fait match nul face à cette équipe de Nice, 27 partout. Bien, moi je vous propose d'écouter la réaction de Alex Vallet. Alex Vallet, c'est le pivot de cette équipe du Grand Besançon du handball, qui revenait justement sur l'équipe de Besançon qui avait eu deux visages dans cette soirée. Eh bien, on va l'écouter.
On est avec Alex. Bonsoir Alex. Match nul ici, 27 partout face à Nice. On va déjà revenir sur cette rencontre avec un GBDH en mode alternatif. Mais quelle fin de match! Un GBDH à deux visages, on peut dire. En première mi-temps, on a eu du mal, même si on a montré deux, trois belles choses. On a eu du mal en attaque surtout. Je pense qu'on a perdu beaucoup de balles, des tirs loupés. Je ne sais même pas comment on a fait, mais on a beaucoup trop fait pour une équipe professionnelle. Donc, et en deuxième mi-temps, voilà, je pense qu'on a réussi à se remobiliser à la mi-temps avec un gros discours du coach, je pense, qui nous a un peu secoué. Et après, une fois qu'on a réussi à défendre, à monter les ballons, on a commencé à redérouler. Et on a craqué peut-être encore 5 minutes avant la fin du match. Et on a reçu ne pas baisser la tête comme on aurait fait il y a 5 ou 6 mois. Et pour arracher ce point du nul. Oui, car c'est vrai qu'à la mi-temps, à la pause, vous êtes mené de 4 buts. Il faut trouver les ressources pour aller revenir dans cette partie. Je pense qu'on aurait été dans le même cas de figure l'année dernière. Je pense qu'on n'aurait pas pu remonter ce score-là. On avait des difficultés à relever la tête, à retourner au combat. Et là, je pense que être mené 15-11 à la mi-temps, et il me semble que si je dis pas de bêtises, il y avait un 17-17 au bout de 10 minutes, je crois même. Donc voilà, on leur avait mis un 6-2. Donc on montre qu'on peut prendre des équipes à notre portée sans être éparpillé et en jouant bien, quoi. On sent que l'équipe a progressé dans ce domaine-là cette saison. C'est vraiment ce qui a fait la force. Ouais, je pense qu'on a beaucoup plus de mentalité. On est beaucoup plus fort dans l'aspect mental. Et après, oui, c'est sûr que à force, on se connaît, les affinités se créent. Donc on sait comment joue l'autre, on sait comment défend l'autre. Et je pense que quand on est concentré, tout le monde à 100%, je pense qu'on peut encore mieux faire en tout cas. Il restera un match à Cherbourg pour terminer cette saison 2020-2021 qui a été encore une année spéciale. Ouais, c'est sûr qu'on finit pas par le meilleur déplacement parce que Cherbourg c'est pas la porte à côté, mais ouais, année très spéciale, comme tout le monde le dit, pas de spectateurs, des ambiances. On entend quand personne cause sur le banc et que même nous sur le terrain on parle pas. On dirait pas qu'il y a un match, quoi. Il n'y a pas d'ambiance, il y a pas de. Donc c'est sûr qu'on est pressé l'année prochaine pour avoir du public. On va déjà se concentrer sur le match de Cherbourg et puis essayer d'aller faire quelque chose là-bas. Alors, à titre personnel, cette saison, c'était une belle saison pour toi. Comment tu la juges? Ouais, ça a été une belle saison parce que j'ai eu beaucoup de temps de jeu, j'ai eu une place en défense hyper importante. Le coach m'a fait confiance sur cet aspect-là. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année, même s'il n'y avait pas de public et tout, à jouer, à faire notre sport que nous, on a de la chance de faire, comparé à d'autres qui ne peuvent pas faire leur sport, ou comme les footeux. Donc c'est sûr que nous, on a de la chance sur ce point-là. Et après, ouais, non, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à défendre avec ce coach, avec Dragan, parce que c'est une défense qui est atypique et puis qui demande beaucoup de jambes. Et moi, ça me plaît. Et même après en 0-6, je prends toujours du plaisir. Donc ouais, non, bonne saison. Alors c'est vrai que pour cette dernière à domicile, on est toujours un peu triste. Il y a toujours beaucoup d'émotions car des joueurs s'en vont. Le coach Dragan s'en va également. C'est soirée émotion aussi ce soir. Ouais, c'est à peu près ça. On n'aime pas vraiment les fins de saison parce qu'on sait qu'il y a des gens qui partent. Et puis là, en plus, cette année, le coach part, le capitaine part. Donc c'est sûr que c'est beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de joueurs qui partent. Donc ça fait toujours un petit quelque chose. Et en plus, ils ont fait une belle surprise. Donc c'était très, très, très fort en émotion. Donc ouais, c'est sûr. Donc non, après, c'est sûr que même nous, ça nous touche aussi parce que voilà, du coup, on voit moins nos familles quand même. Parce que au début, tout le monde avait peur du Covid, donc on essayait d'être un peu isolé, de ne pas trop sortir. Et même si après, on fait des tests plus souvent, on sait qu'on est négatif, on fait gaffe à qui on voit, ce qu'on fait, tout ça. Non, mais c'est une pression encore, c'est une pression particulière aussi. Bien sûr, et puis même nous, pour nos familles, c'est dur, donc c'est dur pour nous aussi. Et c'est une pression, bien sûr, parce que tu te dis, il ne faut pas que tu sois positif pour que l'équipe puisse jouer, et puis après, tu as des matchs en retard, et puis c'est une spirale sans fin pour l'instant. Bien sûr, et puis il y a des gens qui sont un peu plus à risque que d'autres, donc il faut faire gaffe quand tu les vois. Très compliqué quand même, très compliqué. Bon, on se retrouvera la saison prochaine, ici, dès le mois de septembre. Je l'espère bien, oui, qu'on va pouvoir reprendre une saison normale, avec le public, sans retard, sans restriction de public et tout ça. Donc ouais, c'est sûr qu'on espère que ça sera bien meilleur. Merci beaucoup Alex, à très bientôt. Merci, au revoir.
C'était Alex Vallet, le pivot du Grand Besançon de handball. Et là, on va écouter Dragan Zovko, l'entraîneur, qui va quitter le club byzantin après 3 saisons à Besançon, où il a passé, comme il va le dire dans l'interview, 3 saisons magnifiques. Après, on ne va pas pouvoir vous passer l'ensemble de sa réaction, car elle fait 22 minutes, parce que c'est quelqu'un de passionné et de passionnant. Je vais employer les 2 termes, parce qu'on pourrait parler avec lui de sport, mais... de plein de choses différentes toute la nuit, tellement c'est un coach voilà, qui a des qualités humaines quand même assez exceptionnelles, en tout cas avec nous. Donc c'est vrai que ça a été 3 années superbes. On a passé de très bons moments, de mauvais moments aussi. Dans les défaites, c'est jamais des bons moments, surtout que ce soit pour les joueurs et pour les coachs, bien évidemment. Mais on aura passé 3 belles saisons avec Dragan Zovko, qu'on reverra peut-être dans les tribunes. On l'espère venir voir des matchs de ses anciens protégés, car il a façonné cette équipe. Il est monté de N1 jusqu'en Pro League en ayant cherché des joueurs et puis en montant cette équipe petit à petit. Et on va l'écouter. Dragan Zovko, bonsoir coach, c'était la dernière ici au Palais des Sports face à Nice ce soir. On va déjà revenir sur la partie. On a vu un GBDH en mode un petit peu alternatif ce soir pour accrocher ce match nul, bon, qui n'est peut-être pas synonyme de victoire pour le coach. Qu'est-ce que vous retenez de cette partie? Très franchement, je retiens 2 visages de l'équipe, comme ce qu'on a fait cette année. D'ailleurs, tout au long du championnat, des fois, ça a été un match entier. Une première mi-temps où nous n'étions pas, et une deuxième mi-temps où on est un petit peu plus présent. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais revenir face à Nice après 4-5 buts de retard, ce n'était pas donné. Ce que je retiens, c'est aussi manque, je dirais, il fallait secouer un petit peu les têtes, manque de capacité de rester concentré. La première mi-temps, on a plus parlé aux arbitres qu'à penser ce qu'on doit faire. Je leur ai dit que la concentration, c'est un tunnel dont tu sors quand tu n'es plus dans le présent ou quand tu es dans le non maîtrisable. Et le problème, c'est que l'arbitre, il a sifflé. Il n'y a plus rien à penser ce qui va se passer. Donc, même les joueurs expérimentés, ils continuent à discuter les décisions d'arbitre, alors que ce n'est pas l'arbitre qui loupe les tirs, les immanquables. Ce n'est pas l'arbitre qui perd les duels en défense, etc. Donc, ça nous a complètement perturbés. Et puis, la deuxième mi-temps, où on a fait à peu près, je dis encore à peu près, ce qu'on doit faire et ce qu'on a pensé être notre devoir face à cette équipe, c'est-à-dire une défense plus agressive, plus mobile, parce qu'on physiquement on est inférieur à Nice sur le plan physique. Poids et taille, sur le plan anthropologique, on est inférieur. Donc il fallait être beaucoup plus mobile, jouer sur les trajectoires du bal, courir en montée, c'est ce qu'on a mis en place un petit peu. Mais bon, voilà, c'est ce manque d'expérience. Mais cette équipe, vous savez d'où on vient, ça fait 3 ans, on est dans un processus de démarrage, de décollage. Il y a ici, ce soir, 7-8 garçons que j'ai pris il y a 3 ans, ils n'ont jamais mis les pieds en 1 an. Vous imaginez, aujourd'hui, il joue en D2, il se maintient en D2, enfin en Pro League. C'est quand même... Donc, enfin, il faut être un petit peu compréhensif, je dirais, et comprendre, mais je ne peux pas approuver forcément au bout de 3 ans de travail. Il faut qu'on reste quand même suffisamment lucide. Donc, mais malgré tout, je souhaite les féliciter pour un match nul qui est synonyme de une belle soirée, un maintien. Je vous ai dit au début, avoir douzaine de victoires. On a eu 7 et je ne sais plus combien, et 3 matchs nuls. Donc on a grosso modo, allez, je serai optimiste et tirer l'eau sur notre moulin, on a dizaines de matchs positifs, on n'a pas perdu. Donc je pense qu'on a mis en place un bon noyau, une bonne équipe, et je souhaite que l'année prochaine, il soit mieux placé que cette année. C'est quand même une fierté parce que ça, vous avez pris quand même cette équipe en National 1, vous l'avez fait progresser tout au long. Il n'y a pas un petit regret quand même de ne pas pouvoir continuer?
Ah oui, là vous me tendez une perche. Moi je dis que je vais parler après notre dernier match. Oui, mais tout le monde le sait. Moi je suis... Mais c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Je dirais pas plus... c'est la vie. C'est libre à chaque employeur de renouveler ou pas contrat de son employé. Ça s'arrête là. Oui, je leur souhaite tout le meilleur. Avant que je vienne, aussi, ils ont pensé que peut-être ça va être comme ci ou comme ça. Donc, non, mais c'est le sport, c'est le haut niveau, c'est pas évident. J'en veux en personne. En tout cas, je suis pas... et je me garde bien de porter aucun jugement. Il ne m'appartient pas ni de commenter. Moi, je peux parler de mes sentiments, de ce que je ressens, de comment j'ai vécu ça, etc. C'est 3 belles années, c'est une fierté de propulser ces garçons. Quand vous voyez un garçon comme Valé, qui même quand je suis arrivé était opéré de genou, il ne savait pas ce que... Voilà, quand je vois... Tino Franic, quand je vois Arteaga, ce qu'il est devenu, Xavier Labigang, Pierre Molera... Bien sûr que forcément je suis fier, mais je leur dis sans arrêt qu'eux, ils doivent être fiers du travail qu'ils ont accompli parce que c'est leur sœur. Moi, je suis réputé comme un coach exigeant, mais moi, je ne comprends pas la jeunesse d'aujourd'hui. Comment peut-on réussir sans s'entraîner ? Peut-être on peut devenir, je ne sais pas quoi, un spécialiste de jeux vidéo en étant assis, mais voilà, mais il faut travailler. Donc il faut faire des kilomètres, pousser la fente, il faut subir les critiques. Je leur ai dit au début en arrivant, ma critique elle est constructive. Mais maintenant, il faut se garder, il faut qu'ils comprennent que tout ce qu'on leur dit, ce n'est pas une attaque, mais c'est quelque chose qui pousse pour faire progresser, etc. Mais c'est la jeunesse, vous savez. Donc non, mais en tout cas, c'est un sentiment de fierté. Et puis voilà, vous savez, c'est la vie. Qui va savoir ? Peut-être un jour, je reviendrai. Je ne dis pas que... Maktub, comme on dit. Peut-être... Vous allez garder justement ces 3 années passées à Besançon, s'il y a des choses à garder, des images peut-être Non, mais il y a... contact humain, bien évidemment. Mais oui, mais il y a le contact humain, il y a des gens très sympas, très, comment dire, très lucides, très donnés à ce club. J'ai passé 3 magnifiques années, c'est des belles rencontres avec le président, mais on n'est pas du tout fâché, avec le staff, avec même les joueurs. J'ai aucun problème. Aujourd'hui, j'en ai aucun problème. C'est tout simplement peut-être un cycle se termine, eux ils estiment comme ça. Un staff médical qui vous savez, c'est grandiose. Fabrice Michel, Christophe Joly, Hervé Jacquin, Philippe Paulin. Mais quand vous avez les kinés, tous nos kinés, à qui j'ai une pensée sur ça aussi. Non, mais c'est sans eux, donc les bénévoles qui sont là. Non, ce qui est dommage, c'est que l'année dernière, Covid nous a arrêtés parce qu'on a commencé déjà l'année dernière à jouer de mieux en mieux. On n'était pas ridicule en deuxième partie du championnat. Et ce qui est dommage, c'est de voir ce palais magnifique qui est vide comme ça. Il est laid. Mais bon, voilà. Donc, moi, je retiens que de belles choses. Très sincèrement, je n'ai aucun mauvais souvenir ici. Mais aucun. J'ai rien à... J'avais une liberté absolue dans mon travail, une autonomie. Je me sens compétent. J'ai senti même l'appartenance à ce club, si vous voulez. Je n'étais pas quelqu'un avec qui on parlait que du handball, mais de l'autre fille. Vous voyez, la femme du président a amené ma femme, elle est allée à Lyon la chercher pour l'amener ici. Donc c'est inestimable comme cadeau, n'est-ce pas? Ensuite, tous ces salariés qui travaillent, qui sont... Il y avait de plaisir de voir, et un jour je vous disais, mon plaisir, ça a été de voir les joueurs progresser. Parce que quand vous êtes entraîneur comme moi, qui a 30 ans d'expérience de la carrière en France, au plus haut niveau quand même. Je pense que c'est le seul Besançon, l'équipe à 1 an. Tout le reste, c'est Pro League, LNH, etc. Et quand vous vous entraînez 350 fois pendant l'année,
Vous avez 350 entraîneurs à 2 heures. Ça fait 700 heures du travail. Quand vous avez quarantaine de matchs amicaux ou en championnat, quand vous avez quarantaine ou cinquantaine séances vidéo et tableau noir, quand vous devez visionner pendant 200-250 heures sur l'année les matchs d'adversaires pour préparer tous ces vidéos, et que vous gagnez 5-6 matchs, vous ne pouvez pas être content, vous ne pouvez pas avoir plaisir. Mais oui, c'est frustrant, mais vous imaginez tout ce travail pour gagner 5-6 matchs et descendre par exemple. Donc je voulais un petit peu plus plaisir pour joueur, pour moi, pour le club. Mais pour avoir ce plaisir, il faut avoir de la patience, il faut former ces joueurs ou les acheter. Besançon n'a pas forcément les moyens de les acheter, donc quand je dis les acheter, recruter, c'est le mot, ils vont dire encore, Donc, non mais très sincèrement, je n'ai absolument aucun reproche, aucun mauvais souvenir, rien qui peut rien, strictement rien. Bon, vous allez peut-être pas nous répondre, mais vous savez de quoi maintenant le quotidien de Dragãoșovco? Non, mais le quotidien, il y a déjà un match qui est à Cherbourg. Ensuite, nous devons terminer la saison gentiment ici. Les joueurs vont travailler. Je propose, il y a un nouveau coach qui va venir, il y a le staff qui est là. Moi, je pense qu'il sera, logique et intelligent que j'assume ce que je dois assumer sur le plan de, entre les guillemets, autorité, si vous voulez, présentielle, mais les joueurs, il faut qu'ils travaillent un petit peu le physique, il faut qu'ils courent, qu'ils s'entretiennent en entendant nouveau coach. Et puis moi, je vais essayer de prospecter un petit peu, de voir où je vais, parce que j'en ai aucune piste, il n'y a pas de secret. J'étais un petit peu surpris, un petit peu, mais j'espère que le travail qu'on a effectué ici sera apprécié, vu et qu'il incitera d'autres. On verra, est-ce que l'année prochaine, moi je suis un petit peu devenu en France spécialiste, j'ai pas peur de ça, je suis devenu spécialiste pour relever les challenges, si vous voulez. Je suis connu comme quelqu'un qui a un profond attachement à l'éthique et à mon métier, dans mon métier, etc. Donc, Covid fait en sorte que les clubs ne se excitent pas beaucoup pour se sauver, etc. Parce qu'on espère toujours. Mais j'espère que l'année prochaine sera une année charnière, que le public reviendra pour la beauté du sport et que les enjeux deviendront importants. Et que par là, les hommes qui sont capables de relever les challenges seront demandés. Dans ce cas-là, je peux postuler, me mettre dans le starting block, puisque je me sens encore en forme, jeune, plein des idées, motivé, donc ouvert à, comme on dit, vous savez, ouvert à toutes les propositions, mais je rigole. Non, mais je vais voir, je vais rentrer chez moi tranquillement, profiter un petit peu de la famille, puisque vous avez entendu ce que ma femme disait. Je suis 3 ans ici, la famille ailleurs, et c'est pas la première fois. On a déjà l'habitude. C'est pas toujours simple quand on est Non, loin. non, et puis la vie, vous savez, le temps passe. Donc moi, j'ai plus de temps derrière que devant moi. Donc il faut profiter. Ouais, donc maintenant, je ne dirai pas que j'ai pas peur de l'avenir. Ça sera mentir. J'apprends un petit peu. Mais je ne panique pas et je sais que ça va venir. Et puis, vous savez, à la rigueur, vaut mieux partir au bout de 3 ans sur un succès et en bonne santé, plutôt qu'au bout de 4 ans avec un infarctus et en ayant des problèmes. Donc, non. En tout cas, nous n'est pas inquiets pour vous. Hein. Non, merci, c'est gentil. Mais non, mais c'est magnifique. Moi, j'aime ce club, cette ville. C'est vrai que je me suis habitué un petit peu. Après, voilà, c'est comme ça. Lyon n'était pas très loin. Des fois, je faisais un saut pour voir ma femme, mes enfants. Maintenant, c'est la vie. On va continuer. Et puis, vous allez me manquer, tout me manquera. Mais voilà.
Et oui, tout lui manquera à Dragan Zovko et nous aussi, il va nous manquer Dragan. En tout cas, on lui dit au revoir et puis peut-être à bientôt. Mais en tout cas, on n'est pas inquiet pour lui. Il retrouvera sans doute un club. En tout cas, on a passé aussi 3 années magnifiques. Mais un nouveau coach va arriver, c'est avec Benoît Guillaume, à qui on souhaite la bienvenue dans la capitale comtoise. Et puis, on a hâte également de le découvrir. Eh bien, on va refermer cette page avec notamment, oui, GBDH qui va disputer, comme Dragan Zovko l'a dit, un dernier match du côté de Cherbourg. Eh bien, monsieur Frédéric Fitch, il ne s'est pas endormi, non, ça va, il est encore bien présent. Bon, allez, on a fait un petit peu les prolongations ce soir. On va se quitter là-dessus, sur les belles paroles du coach du Grand Besançon de handball, Dragan Zovko, pour se dire à la semaine prochaine, à lundi prochain, pour la dernière de la saison 2020-2021. N'est-ce pas Tout à fait. Hein. Mr. Fred. C'est la dernière. Oui, c'est déjà. Après, nous aussi, on est en vacances, mais je crois qu'on en a un peu besoin, parce qu'on commence à être sur les rotules. Après, on a fait une bonne saison, mais bon, quelque peu haché, on peut dire. Ah bah c'est des saisons spéciales avec certains championnats, c'était un peu haché. Bien évidemment avec le Covid, mais bon, le principal c'est que tout le monde soit en bonne santé. Portez-vous bien, n'oubliez pas la distanciation, les masques, les vaccins arrivent, donc on espère qu'on va revivre, on va le dire comme ça, et puis bien sûr on a une grosse pensée pour toutes les victimes aussi également du Covid lors de tous ces derniers temps, et puis portez-vous bien, et puis on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. Bonne semaine Fred, bonne soirée. Et puis, bonne semaine à toi aussi. À très bientôt, à lundi prochain pour la dernière de la saison. On fera un spécial bilan du côté du FC Sochaux-Montbéliard, donc supporters, commencez à préparer vos crayons, marquez ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, et puis on en parle la semaine prochaine à partir de 18h à 20h, même si ce soir on a débordé un petit peu, mais on a passé du bon temps. Allez, bonne soirée à toutes et à tous, et bonne semaine. Et puis, à lundi prochain. Bye bye. Et bien évidemment, on se quitte avec le clip de KLX. Enfin, tout du moins, la chanson. La fille du lion nous a donné le cœur de figurer parmi les meilleurs. Du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. Ici c'est Sochaux. C'est la crière du lion qui nous caractérise, et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge, mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club assez doté d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes, et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'aigreur, une fierté, c'est comme ça par chez nous. La crinière du lion, une couronne sur son encolure,